from a national security situation. Depuis début janvier, les documents de coordination entre les commandements militaires alliés ont commencé à omettre des clauses qui, pendant des décennies, figuraient systématiquement dans les négociations bilatérales avec les États-Unis. Le 7 janvier 2026, lors d'une session restreinte au Centre de coordination opérationnelle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à Bruxelles, la délégation canadienne a formellement rejeté une clause qui aurait établi un commandement conjoint sur les systèmes de surveillance récemment installés dans l'Arctique. Le libellé, proposé par la représentation américaine, ne s'écartait pas du modèle habituel. Il prévoyait l'intégration des capacités nationales au protocole d'interopérabilité allié dans les situations d'alerte élargie. Il s'agissait d'une formule largement connue, utilisée depuis l'après-guerre, qui supposait la subordination opérationnelle temporaire des moyens de chaque pays au commandement multinational, généralement dirigé par des officiers désignés par le Pentagone. Le représentant canadien, un diplomate de carrière, a déclaré, sans élever le ton, que cette clause ne pouvait en aucun cas être acceptée. La délégation américaine a d'abord considéré cela comme un malentendu technique, mais la réponse a été répétée sans équivoque. Commandement exclusivement national, sans délégation automatique. Le silence qui a suivi n'a pas été interprété comme un désaccord. Il a été compris comme une rupture du protocole. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Quelques heures plus tard, des analystes liés au département américain de la Défense discutaient déjà de la faisabilité de réorganiser les satellites de communication et les routes de surveillance qui, jusqu'alors, fonctionnaient sur la base d'un alignement automatique. À Washington, il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais l'ambiance en coulisses a été décrite comme une révision forcée des hypothèses. Le refus canadien n'a pas été prononcé lors d'un sommet politique, ni accompagné de manifestations publiques. La valeur institutionnelle de ce geste réside précisément dans la sobriété du contexte. Une table ronde technique, une clause de routine, un veto inattendu. La rupture formalisée à cette occasion ne concernait pas seulement ce document, mais le modèle de commandement qui structurait depuis des décennies la présence militaire coordonnée dans l'hémisphère nord. Selon les informations disponibles dans les rapports de renseignement partagés entre les pays du G7, la décision canadienne a été précédée d'au moins 5 mois de reconfiguration secrète des actifs de défense dans la région polaire, des équipements de surveillance orbitale, des réseaux de capteurs submersibles et des drones à longue portée ont été intégrés à un système de contrôle qui ne partage pas automatiquement les données avec des partenaires étrangers. Les techniciens canadiens chargés de l'intégration des systèmes ont choisi des fournisseurs de pays n'appartenant pas à l'Alliance de sécurité nord-américaine et, dans certains cas, ont fait appel à des consortiums formés d'entreprises nationales avec un transfert total de technologie et une confidentialité contractuelle protégée par la législation locale. Les décisions ont été prises au sein du ministère de la Défense, mais avec l'approbation directe du cabinet du Premier ministre. Il n'y a eu ni annonce solennelle, ni discours sur l'indépendance stratégique. Il s'agissait simplement d'une réorientation pratique des flux de commandement. Sur le plan diplomatique, le geste canadien coïncide avec l'intensification des tensions multilatérales autour du contrôle de l'Arctique. Avec la fonte accélérée des calottes glaciaires et l'ouverture de routes commerciales auparavant inaccessibles, la région a commencé à attirer des investissements géopolitiques directs de puissances extra-régionales. La Fédération de Russie a renforcé ses installations militaires sur la côte nord, réactivant des bases de l'ère soviétique et établissant des couloirs logistiques protégés par des brises-glaces nucléaires. La République populaire de Chine a intensifié sa présence scientifique et économique dans la région, se déclarant État quasi-arctique et acquérant des participations dans des consortiums miniers stratégiques. Les États-Unis ont historiquement considéré le Canada comme le maillon logistique et géographique permettant de maintenir la surveillance du pôle. Le refus canadien d'intégrer automatiquement ses défenses au système américain relance donc une question qui restait latente depuis la guerre froide. Qui détient le contrôle effectif des flux d'informations militaires à l'extrême nord du continent ? Dans des rapports préliminaires publiés par des centres d'études liés à l'Université de Toronto et à l'Institut norvégien de défense, la nouvelle position du Canada a été qualifiée d'expérience de souveraineté opérationnelle en temps réel. En renonçant, même partiellement, à la logique d'interopérabilité imposée par Washington, Ottawa inaugurerait un modèle que d'autres alliés pourraient suivre. Il s'agit d'un précédent qui redéfinit l'équilibre entre intégration tactique et commandement souverain. Les mêmes rapports mettent toutefois en garde contre les risques associés. L'éloignement technique
peut entraîner des asymétries de réponse en cas de conflit réel, surtout s'il n'y a aucune garantie que les systèmes canadiens continueront à transmettre des données critiques en situation de crise. La décision canadienne a également eu des répercussions dans des forums multilatéraux plus larges. Dans des documents à diffusion restreinte, discutés au sein de la Commission de sécurité des Nations Unies, des observateurs internationaux ont indiqué que le geste canadien serait interprété par Moscou et Pékin comme un signe de fragmentation de l'axe atlantique. Cette perception, même si elle ne se confirme pas dans la pratique, a déjà des effets sur les alliances tacites qui structurent l'équilibre mondial en matière de surveillance. En abandonnant, même partiellement, le modèle de dépendance technique vis-à-vis du Pentagone, le Canada inaugure une phase dans laquelle les alliés stratégiques des États-Unis peuvent commencer à exiger la parité décisionnelle sur des questions qui, jusqu'à présent, étaient traitées sous un commandement unique. C'est dans ce type de mouvement que les changements profonds deviennent visibles sans qu'il soit nécessaire de les annoncer. Au lieu de proclamations, il y a des ajustements techniques. Au lieu de discours enflammés, des clauses supprimées. Ce qui change, c'est la manière dont le pouvoir est réparti entre les maillons de l'Alliance. Et lorsqu'un de ces maillons décide de contrôler ses propres données avant de les partager, le système doit réapprendre à fonctionner sans garantie. Certaines analyses ne sont possibles que lorsque nous parvenons à relier les signaux avant qu'ils ne se transforment en bruit. Si ce type de suivi est important pour vous, il vaut peut-être la peine de garder le canal à portée de main. Nous resterons attentifs à l'évolution de la situation. À partir de là, il devient inévitable d'examiner les fondements institutionnels qui ont permis au Canada de procéder à une réorientation technique d'une telle ampleur, sans réaction formelle immédiate de la part de Washington. Contrairement à d'autres membres de l'Alliance Atlantique, le Canada participe à la structure de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en tant qu'État fondateur, mais conserve des particularités juridiques dans le domaine de la défense. La Constitution canadienne attribue au Parlement la compétence totale sur les forces armées, mais délègue à l'exécutif une large autonomie opérationnelle pendant les périodes sans déclaration formelle de guerre. Cela permet aux décisions stratégiques, telles que le choix des fournisseurs, la gestion des actifs critiques et la définition des protocoles de souveraineté technologique, d'être prises directement par le cabinet du Premier ministre et mises en œuvre par le ministère de la Défense sans nécessité de ratification externe. C'est dans ce contexte que s'inscrit la mise en place des nouveaux systèmes lancés ces derniers mois. La création d'un réseau orbital autonome, composé de satellites en orbite basse dédiés exclusivement à la surveillance de la zone arctique, rompt avec la tradition d'intégration aux bases américaines de commandement et de contrôle. Jusqu'à récemment, la surveillance de l'extrême nord du continent fonctionnait à partir des stations du North American Aerospace Defense Command, les données collectées par des capteurs sur le sol canadien étant retransmises directement aux bases américaines, avant même d'être triées sur le territoire national. Le nouveau système inverse ce flux. Désormais, les signaux passent d'abord par des centres de données installés au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest, où des algorithmes de tri et d'anonymisation déterminent ce qui sera partagé et à quel moment. Cette convergence aide à comprendre l'impact structurel du changement. Le NORAD, bien qu'il s'agisse d'une opération binationale formalisée par un traité, a toujours fonctionné selon la doctrine opérationnelle américaine. En développant un réseau qui fonctionne en parallèle, avec une infrastructure physique, logique et décisionnelle indépendante, le Canada impose au partenariat une négociation continue qui était auparavant automatique. Cela affecte non seulement le temps de réponse en cas d'interception de menaces, mais oblige également les commandements intégrés à recalculer les trajectoires de réaction, les itinéraires logistiques et les zones de chevauchement de compétences. D'après les réactions enregistrées dans les coulisses du Congrès américain, on constate que le malaise ne se limite pas à la sphère militaire. Les parlementaires, liés à la Commission des forces armées, ont entamé des consultations informelles avec le département d'État et le bureau du représentant au commerce, suggérant que d'éventuelles représailles diplomatiques pourraient en prendre la forme de révision tarifaire ou de suspension d'accords bilatéraux dans des domaines sensibles tels que l'énergie et la technologie. Ces signaux, bien qu'ils ne se soient pas encore traduits en mesures concrètes, montrent que la décision canadienne est considérée comme un signe d'indépendance stratégique ayant des effets potentiels au-delà du secteur de la défense. Historiquement, l'équilibre entre souveraineté et coopération en matière de défense continentale était régulé non seulement par des traités formels, mais aussi par un réseau dense de liens industriels, financiers et universitaires qui favorisait un alignement tacite. Les grandes entreprises américaines
avait des contrats préférentiels avec le gouvernement canadien dans des secteurs clés tels que les radars, les télécommunications et l'intelligence artificielle appliquée à la défense. Le choix récent d'Ottawa de s'approvisionner auprès de fournisseurs européens, avec des clauses de transfert de propriété intellectuelle et de centralisation des données sur le territoire national, brise un cycle de dépendance qui était considéré comme structurel. Il s'agit d'un changement qui modifie non seulement les flux de capitaux et de technologies, mais aussi les canaux d'influence traditionnels. Parmi les analystes de l'école de guerre navale américaine, ce changement est interprété comme un test pratique de la résilience de la doctrine du commandement unifié. L'évaluation préliminaire est que, si d'autres alliés de l'OTAN adoptent des positions similaires, la logique d'interopérabilité basée sur la centralisation des décisions perdra de son efficacité, obligeant les États-Unis à revoir leur propre architecture de commandement. Selon ces experts, la dépendance à l'égard de la fluidité opérationnelle entre partenaires est l'un des principes de la dissuasion contemporaine. Si cette fluidité devient conditionnelle, toute la chaîne de réaction stratégique doit être recalibrée. Cette perception commence également à s'infiltrer dans les documents techniques produits par des groupes d'analyse liés au Pentagone. Au moins 2 mémorandums diffusés entre les agences de sécurité en décembre 2025 contiennent des avertissements sur la fragmentation de l'Alliance Atlantique. L'un des extraits suggère que l'importance croissante accordée par les partenaires traditionnels à la souveraineté numérique et au contrôle des flux d'informations pourrait compromettre la capacité d'anticipation conjointe des risques asymétriques. Le langage du rapport est modéré, mais il indique clairement qu'un processus de dissociation technique est en cours, même en l'absence de divergences politiques explicites. Ces documents ne suggèrent pas l'abandon de l'Alliance, mais indiquent que la confiance opérationnelle, l'un des piliers tacites de la dissuasion intégrée, est en cours de révision. L'implication la plus directe est que face à une menace dans la région polaire, les États-Unis pourraient ne pas avoir immédiatement accès à des informations critiques, dépendant d'autorisations formelles délivrées par un partenaire qui, jusqu'à récemment, était considéré comme prévisible et aligné. Cette hypothèse, à elle seule, modifie la logique de la planification stratégique. Alors que le Canada renforce sa présence permanente dans l'Arctique, multipliant les exercices navals, les opérations de patrouille avec des drones et les partenariats avec les pays scandinaves, les États-Unis se voient sans doute contraints de recalculer leur position d'influence dans un espace géopolitique où ils ont toujours joué un rôle de premier plan. Les bases américaines en Alaska conservent une capacité de réponse immédiate, mais ne fonctionnent plus avec les garanties de synchronisation qui existaient lorsque Ottawa était un relais automatique des décisions. Concrètement, cela signifie que l'architecture institutionnelle qui soutenait le commandement allié dans la région n'est plus homogène. Chaque acteur opère désormais avec des niveaux différents de délégation, de confidentialité et de priorité de transmission. La conséquence n'est pas seulement technique. La suprématie opérationnelle, qui pendant des décennies a été considérée comme une condition préalable au pouvoir américain dans l'hémisphère, devient désormais un objet de négociation. Certains contenus ne font pas la une des journaux, mais déterminent le cours des décisions critiques. C'est pourquoi nous continuerons à suivre ces ajustements discrets dans les coulisses où les institutions révèlent leur fonctionnement réel. Si ce point de vue vous semble utile, pensez à garder cette analyse à portée de main. Il reste encore des couches à observer. Alors que les conséquences de la décision prise par Ottawa commencent à se faire sentir à différents niveaux institutionnels, les interprétations, quant à sa portée réelle, restent dispersées et loin d'être uniformes. Selon les évaluations préliminaires consignées dans les avis juridiques en circulation, un nombre important d'experts soutiennent que l'initiative canadienne reste strictement dans les limites formelles de la souveraineté nationale, sans constituer une violation des traités internationaux, ni une rupture explicite des engagements multilatéraux pris au fil du temps. Selon cette interprétation, le Canada ne ferait qu'exercer des compétences historiquement reconnues, bien que rarement utilisées, en réponse à un environnement stratégique perçu comme plus instable. Dans ce contexte, la modification serait essentiellement de nature procédurale, même si elle produit des effets concrets d'une grande importance. En revanche, d'autres analystes soutiennent que les implications institutionnelles vont au-delà de l'interprétation strictement normative des accords existants. Pour ce groupe, l'élément décisif ne réside pas dans le contenu de la décision elle-même, mais dans la manière dont celle a été mise en œuvre. En concentrant en interne des flux d'informations qui circulaient auparavant, de manière automatique, et en soumettant le partage de données sensibles à des critères d'évaluation nationaux,
le Canada introduirait un niveau calculé de friction dans une architecture conçue pour fonctionner avec un minimum de frottement. Cette friction n'empêche pas la coopération, mais la rend conditionnelle. Dans les systèmes de dissuasion, cependant, la prévisibilité opérationnelle a toujours été considérée comme un atout central. Le débat s'articule en grande partie autour de la distinction entre conformité juridique et confiance stratégique. Les experts liés au Centre de gouvernance internationale observent que les alliances militaires dépendent moins de l'existence de dispositifs formels que de l'attente continue d'un alignement automatique en situation de crise. Lorsque cette attente est remplacée par des processus d'autorisation au cas par cas, l'alliance ne se défait pas, mais fonctionne selon une logique différente. Il n'est pas encore clair si ce modèle alternatif est viable dans des scénarios qui exigent des réponses rapides, en particulier dans des régions comme l'Arctique, où les délais de décision sont courts et où les erreurs ont tendance à avoir des conséquences amplifiées. Les interprétations sur les réactions possibles des États-Unis à moyen terme restent également ouvertes. Certains observateurs estiment plausible que Washington absorbe le changement sans confrontation directe, en procédant à des ajustements discrets dans ses propres systèmes et en acceptant une dynamique plus négociée dans la région. D'autres estiment que des pressions pourraient surgir de manière indirecte, par le biais de révisions d'accords commerciaux, d'initiatives de coopération technologique ou d'espaces multilatéraux dans lesquels le Canada a traditionnellement bénéficié du soutien américain. À ce jour, aucun signe public ne permet de déterminer clairement laquelle de ces voies prévaudra, et l'absence de réponse immédiate a été interprétée tant comme une prudence stratégique que comme une hésitation. Au niveau plus large de l'Alliance Atlantique, l'expérience canadienne relance les discussions récurrentes sur l'avenir du commandement intégré. Les pays dotés de capacités technologiques croissantes et de traditions consolidées d'autonomie stratégique suivent attentivement ces mouvements. Les analystes européens indiquent que si le modèle adopté par le Canada s'avère viable sur le plan opérationnel, sans imposer de coûts politiques élevés, il pourrait servir de référence pour des ajustements similaires dans d'autres domaines sensibles. Cette possibilité ne laisse pas présager une fragmentation immédiate de l'Alliance, mais suggère une transition progressive vers des arrangements plus décentralisés, dans lesquels la coordination remplace la subordination implicite. Dans le même temps, certaines évaluations attirent l'attention sur des risques moins évidents. La multiplication des systèmes pleinement souverains peut accroître les zones d'opacité, rendant difficile la construction d'une perception commune des menaces. Dans un contexte de concurrence entre grandes puissances, cette opacité peut être exploitée par des acteurs externes désireux de tester les limites et d'exploiter les discontinuités. Le défi consistant à trouver un équilibre entre la protection de la souveraineté et la préservation de la transparence entre alliés apparaît ainsi comme l'un des dilemmes centraux de la période actuelle. Rien n'indique que le processus ait atteint un stade de stabilisation définitive. Les décisions prises jusqu'à présent continuent d'être réinterprétées, ajustées et, dans certains cas, remises en question dans des sphères institutionnelles peu visibles. Le système reste en phase d'adaptation, cherchant à s'accommoder d'un changement qui n'a pas été annoncé comme une rupture ouverte, mais qui modifie des hypothèses opérationnelles consolidées. Les prochains mois devraient être marqués moins par des déclarations publiques que par des ajustements techniques, des négociations discrètes et des tests progressifs des limites. C'est pendant cette période, où les institutions agissent avant que les discours officiels ne se consolident, que les développements les plus importants ont tendance à se produire. Suivre cette évolution exige une attention constante aux signaux indirects et aux décisions administratives qui sont rarement mises en avant immédiatement. Nous continuerons à observer ce processus avec prudence tant que le scénario restera ouvert et en constante évolution.